Madame, Monsieur, bonjour. C'est la première émission souveraine de Soukouk de l'histoire du Maroc, une opération maintes fois reportée, finalement lancée vendredi 5 octobre dernier, qui porte sur un montant d'1 milliard de dirhams pendant 5 ans. L'opération a connu un franc succès. Elle a été souscrite 3,6 fois, soit une demande de 3,6 milliards de dirhams. Mais qu'est-ce que les Soukouk? Vous êtes nombreux à vous poser la question. L'opération peut-elle véritablement donner un nouveau souffle à l'écosystème de la finance participative au Maroc et plus encore être un nouveau moyen de financement de l'économie du pays? C'est ce que nous allons justement tenter de comprendre aujourd'hui avec notre invité Mohamed Talal Lahlou. Il est consultant et formateur en finance participative. Bonjour Monsieur Lahlou. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous simplifier et expliquer justement à nos téléspectateurs que sont les Soukouk? Alors, les Soukouk, c'est déjà le pluriel de sac en langue arabe. Ce sont une sorte de certificat d'investissement à mi-chemin entre actions et obligations, beaucoup plus proche des actions que des obligations. C'est-à-dire qu'ils représentent un droit sur une propriété, une part de propriété, une part dans un usufruit lié à une propriété. Donc, ils représentent la propriété dans un actif réel ou bien dans l'usufruit, c'est-à-dire le droit de jouissance dans un actif réel, donc pas sur une dette. Alors concrètement, quelle est la différence entre les Soukouk et les bons de trésor, si je puis dire, les bons de trésor classiques? Concernant les obligations ou les bons de trésor aussi, ce sont des titres de dette, c'est-à-dire que l'État ou une institution publique ou privée va avoir besoin d'un financement, elle va chercher ce financement auprès soit des investisseurs institutionnels, soit du grand public, soit des deux, à travers des obligations. Donc elle va emprunter et elle va rembourser cette dette avec un taux d'intérêt. Donc le taux varie entre institutions publiques et privées. Les Soukouk, eux, permettent également de financer des institutions publiques ou privées ou même l'État, mais pas à travers un mécanisme de dette avec des intérêts, mais plutôt à travers la vente d'une part d'une propriété possédée par l'État ou par ses institutions privées, ou bien la vente du droit de jouissance. Pour simplifier, c'est comme si vous aviez en fait un appartement et que vous aviez besoin d'un certain montant pour effectuer une autre activité, d'accord? Et vous n'avez pas vraiment envie de vendre cet appartement ni d'emprunter avec des taux d'intérêt. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre par exemple une année de loyer et vous allez donner le droit de cette année de loyer à un tiers ou bien le lui vendre, d'accord? Et ce tiers va relouer cet appartement parce qu'il a acheté auprès de vous une année de loyer et donc il va le relouer à d'autres parties indépendantes et ces parties vont lui payer les loyers petit à petit. Bien sûr, il va essayer de faire une marge, il va essayer de gagner. Par exemple, si vous louer cette année à, disons par exemple 100 000, eh bien vous allez essayer de la louer ou de la sous-louer à 110 000 ou 120 000 et d'avoir une certaine marge. D'ailleurs, on parle d'un rendement que percevront justement les détenteurs de Soukouk, qui est quand même qualifié, si je puis dire, d'intéressant, 2,66 par an sur une durée de 5 ans. C'est cela. Pourquoi les Soukouk Ijara sont plutôt stables et appréciés par la communauté internationale? Dans la mesure où ils sont relativement prudents et le loyer, c'est quelque chose qui est assez stable sur plusieurs années. Donc en fait, ce que va faire l'institution intermédiaire, qui est FT Imperium Soukouk, c'est qu'elle va acheter auprès de l'État les droits de location, de jouissance d'un certain nombre de biens qu'il possède, et donc elle va les relouer à des tiers. Et ces tiers vont payer les loyers au fur et à mesure sur 5 ans. La marge que va effectuer cette institution dans cette opération, c'est 2,66%. Alors les 2,66% ne sont en aucun cas des intérêts, c'est comme si vous aviez un commerçant qui achetait un produit qu'il revendait avec une marge de 2,66%. Sauf que là, ce qu'on achète, ce n'est pas un produit, c'est un service ou un usufruit. Est-ce qu'on peut parler de risque dans ce genre d'opération? Vous savez, en finance participative, il y a toujours un aspect risque. Vous avez toujours un aspect risque, un aspect imprévu, etc. Dans les loyers, par exemple, il est possible que le loyer baisse en cours de route. Mais là, en l'occurrence, le contrat semble déjà ficelé. Donc, du coup, l'État est aussi garant du paiement des loyers vis-à-vis de l'institution qui a émis les Soukouk, c'est-à-dire FT Imperium. Donc, en fait, les tiers qui vont
bénéficier de la sous-location, ils sont garantis par l'État. Donc du coup, l'opération est très très peu risquée. Il n'y a quasiment pas de risque. C'est comme quand vous louez à un locataire votre appartement, que vous avez bien étudié le dossier, vous avez pris les garanties nécessaires et les cautions nécessaires, vous n'avez plus quasiment aucun risque à louer cet appartement. Très très minime. Voilà. Alors comment expliquez-vous justement l'engouement enregistré lors de la première émission réalisée avec 3,6 milliards justement de dirhams pour une émission d'1 milliard. Alors comment on peut expliquer justement cela? C'est tout à fait normal. Le Maroc est l'un on ne fait pas partie des premiers pays ayant émis des soukouk, donc l'émission de soukouk s'est faite attendre pour plusieurs raisons. D'abord pour des aspects techniques, si on veut, pour des aspects de conformité, c'est-à-dire il fallait que le Conseil supérieur des ulama donne sa validation par rapport à ces soukouk pour qu'il soit conforme aux avis du Conseil supérieur des ulama, son comité sharia, entre autres. Et donc ça a fait qu'on a tardé un petit peu. Il y a aussi des aspects un petit peu techniques liés au métier, vu que c'est la première fois, donc il ne fallait pas se rater, vu que ces soukouk vont donner une sorte de benchmark, c'est-à-dire qu'ils vont lancer le métier d'émission de soukouk ou la pratique d'émission de soukouk, que ce soit pour les institutions publiques ou privées. Donc il y a des aspects juridiques, il y a des aspects techniques, il y a des aspects liés à la charia. Et donc cet engouement, il s'explique par le fait qu'on a longtemps attendu déjà, c'est comme l'engouement pour les banques participatives, et il s'explique aussi par le fait que certaines banques participatives ont déjà besoin de gérer leur liquidité. Or, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas vraiment d'outils, à part le Wakala bil Istithmar, qui est un outil très récent, mais ils n'avaient pas vraiment d'outils pour gérer leur liquidité. Ils ne peuvent pas investir dans les bons du Trésor, vu qu'ils sont libellés avec des intérêts. Donc on attendait avec impatience cet outil. Alors, et qu'en est-il des comptes d'investissement, un produit qui devrait normalement être lancé prochainement? Alors, est-ce que c'est similaire, si je puis dire, aux actions boursières? Alors, les comptes d'investissement, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment similaire aux actions boursières, dans la mesure où aujourd'hui, dans une banque participative, vous ne pouvez avoir qu'un compte à vue, c'est-à-dire un dépôt non rémunéré. Bien sûr, un dépôt rémunéré, ça reviendrait à un compte d'épargne dans une banque classique avec des intérêts, chose que ne peuvent pas faire les banques participatives. Donc certains clients de ces banques participatives ont émis le souhait et ont la volonté d'avoir des comptes rémunérés. Mais comme on le sait dans la finance participative ou islamique à l'étranger, la rémunération ne peut pas être garantie. Donc il y a un partage des profits et des pertes. Et c'est cet aspect partage des pertes qui sera l'aspect novateur de ces comptes participatifs, ou ces comptes d'investissement plutôt. Donc on aura des gens qui vont vouloir voir leur épargne fructifier. Donc s'ils veulent voir leur épargne fructifier, ils doivent accepter de prendre un certain risque. Donc on supporte les risques et les pertes. Donc ils vont placer l'argent auprès de la banque participative. La banque participative va replacer cet argent soit dans des soukouk, soit dans des opérations murabaha, soit dans des opérations d'investissement qui n'impliquent pas des opérations illicites. Et donc, elle va avoir un certain nombre d'investissements. Elle va, par la suite, soit avoir des profits, soit des pertes. Ces profits, si profits il y a, seront partagés avec l'investisseur ou bien l'épargnant, en fait. Alors, on peut se poser la question, est-ce que tout ça, justement, sera régulé par Banque El Maghreb? Bien sûr, l'ensemble de ces produits sont cadrés par des circulaires de Banque El Maghreb. D'ailleurs, dans le contrat d'investissement, Banque El Maghreb impose à ce que le contrat signifie au client en caractère plus gros que le reste des caractères du contrat, comme quoi il y a un risque de perte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ne sont pas habitués à ce risque de perte. Les gens connaissent la banque, soit le compte à vue, soit le compte d'épargne, et là on bloque l'argent et on a des intérêts annuels, donc il n'y a pas de risque de perte. Vu que c'est très nouveau, il s'agit d'éduquer un petit peu l'écosystème et le public à ce nouveau produit. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'émission de ce nouveau produit, comme vous venez de dire, l'État souhaite en quelque sorte encourager la finance participative, selon vous? De toutes les manières, vu que quasiment l'ensemble de l'écosystème ou la majorité de l'écosystème a déjà été entamé, il n'y a pas de raison de penser que l'État n'encourage pas
disons qu'il semble d'une manière générale qu'il y ait un encouragement, vu que la majorité des aspects de la finance participative a été mise en place. Donc il y a un encouragement et l'État est en train lui aussi de s'acclimater à cet écosystème parce qu'un certain nombre de banques ou d'institutions étaient au début un petit peu craignantes ou frileuses par rapport à cette finance, et quand ils ont découvert que c'est une finance qui permettait également de faire pas mal de profits, avec des transactions différentes, eh bien, ils s'y sont lancés corps et âme. Une dernière question, alors justement, l'écosystème de la finance participative reste pourtant incomplet, puisque l'assurance Takaful n'est toujours pas mise en place. Alors, selon vous, à quoi est dû ce retard finalement ? Alors, l'assurance Takaful implique un autre acteur, en plus des acteurs actuels, c'est l'ACAPS, c'est pour l'autorité de supervision des assurances. Donc, l'ACAPS est également impliquée dans ce processus d'analyse. Bien sûr, comme toujours, le Conseil supérieur des ulama est impliqué, Banque al-Maghreb est impliqué et les autres opérateurs de l'écosystème sont impliqués. Donc là, on aura une analyse visiblement de certaines modifications de la loi relative aux assurances, afin d'y intégrer quelques aspects Takaful. Certains existent déjà et ont déjà été intégrés, d'autres vont être retouchés avant le lancement de ce produit. Et ce produit Takaful va venir se greffer au produit de la finance participative, notamment un certain nombre d'opérations que font les banques participatives. Prochaine étape pour l'écosystème participatif, l'examen justement de l'assurance Takaful au Conseil de gouvernement. Merci Mohamed Talal Lahlou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur en finance participative. C'est moi qui vous remercie. Merci chers téléspectateurs de Médien TV pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.